Là, on est dans le premier bureau de l'Assemblée nationale et je parle, c'est sérieux, en tant que rapporteur du PLFSS, projet de loi de finances de la sécurité sociale, et sur la branche AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. On m'a donné ça, c'est assez arrangé, et moi, les rapports, j'adore. Parce que c'est un moment où, dans des salles comme ça, tu fais asseoir les syndicats un jour, les patrons l'après-midi, tu fais asseoir des chercheurs, tu fais asseoir des salariés, des associations, enfin... Et même quand je me balade, tu vois, on va chez Calcia, qui était dans la Marne, une boîte qui fabrique du ciment, qui est toujours en grève perlée, je peux arriver en étant rapporteur. C'est pas mal quand même. Alors, je vais le dire, déjà sur le volume, ça c'est pour que les gens ne croient pas que je fais rien pendant que je fais des médias et tout ça, tu vois. Sur le volume, ça c'est le rapport de l'année dernière sur la branche AT-MP. Tu vois, c'est un recto verso, et en fait, quand on lit le texte, on voit que c'est pas le gars, je vais pas le nommer, je vais être sympa avec le collègue, je vais pas dire qui a fait ce rapport avec beaucoup de guillemets, mais on voit que c'est l'administratrice, ou un administrateur, mais nous on avait une administratrice qui sont des gens ultra compétents, qui ont un cerveau extraordinaire en termes de neutralité, qui est un truc que moi je connais pas, la neutralité, mais où ils sont capables de mettre leur cerveau, qui est une vraie machine, un coup au service de la droite, un coup au service de la gauche, un coup au service de l'égoïsme, un coup au service de l'altruisme. Pour pas faire dans le manichéisme, quoi, tu vois. L'année dernière, ça, c'était le rapport de 2 pages, et en fait, écrit par l'administratrice, ça sent trop... Eh ben oui, je suis fier, quoi. Nous, on fait un rapport de 60 pages, avec des tas d'encadrés, des citations de salariés, des tableaux pour faire des comparatifs avec comment ça se passe ailleurs dans l'Union européenne. Quand on consultera ça sur la question du mal-travail en France. Alors, un ancien ministre du Travail, qui était Xavier Bertrand, un homme de droite, avait estimé que ça revenait à 3 ou 4% du PIB, donc aujourd'hui aux alentours de 100 milliards d'euros. Et un certain nombre d'estimations vont dans ce sens-là. Que, à la fois, mal faire son travail, parce qu'il y a un modèle de la hâte qui s'impose avec le temps contracté, et ainsi de suite, et avoir mal au travail, eh ben, ça coûtait 100 milliards d'euros en absentéisme, en indemnité journalière, en maladie, le stress développant ça. Pourquoi j'ai dit oui, je veux ce rapport? Parce qu'il n'y a personne qui s'est précipité, alors je l'ai pris. Pourquoi? Parce qu'au printemps, Emmanuel Macron, président de la République, Elisabeth Borne, Première ministre, avait dit « Il nous faut un nouveau pacte de la vie au travail ». Et vous verrez, quand les renettes sera terminé, ça sera promis. À l'automne, vous aurez ce nouveau pacte de la vie au travail. On ne voit rien venir. Il n'y a rien. Évidemment. Pas d'illusion, mais je me suis dit, ok, je vais reprendre ça et je vais voir qu'est-ce que ça serait un nouveau pacte de la vie au travail. Et en partant du principe que tu connais, que je répète, mais il n'y a pas de raison de ne pas marteler, puisque Dominique Seux le fait lui aussi tous les matins, hein, les Français, tous les habitants de ce pays, doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre, pas en survivre, ça c'est le salaire, mais aussi bien le vivre. Bien vivre leur travail, et que ça ne soit pas une souffrance. Or, dans les comparaisons internationales, on voit qu'en matière de stress, en matière d'accident, en matière de pénibilité, la France est nettement en dessous de ses voisins, type l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, et ainsi de suite. Déjà, bonne nouvelle, on a gagné un truc. C'est technique, attention les amis. C'est sur l'article 39. J'essaye de me lancer dans cette explication. Dans le dernier ANI, Accord national interprofessionnel, qui rassemble les syndicats de patrons et les syndicats de salariés. Ils s'étaient mis d'accord pour dire que quand il y a un accident du travail, que derrière il y a un handicap ou une maladie, eh bien, il y a un mode qui jusque-là était financé, était payé, c'est le déficit professionnel. C'est-à-dire que la personne ne gagne plus parce qu'elle ne peut plus faire son boulot normalement. Et il y avait une deuxième partie à considérer, il y a des jugements, la Cour de cassation et tout ça, qui est le déficit fonctionnel. C'est-à-dire que quand tu es chez toi, tu as besoin d'aménager ton escalier, ta vie de famille n'est plus la même, il y a un déficit aussi de ce côté-là, et qui, jusqu'à maintenant, pour l'avoir, il fallait aller devant les tribunaux, il y avait peut-être peu de personnes qui le faisaient. Et donc, là, dans l'ANI, les syndicats de patrons et salariés se sont dit, tiens, on va se mettre d'accord pour que tout soit compris. Maintenant, aux salariés, on va tout payer, le déficit professionnel et le déficit fonctionnel. Donc ça paraissait comme étant un progrès pour les salariés. Et en fait, quand on se retrouve avec l'article
tel qu'il est écrit aujourd'hui, je ne vais pas le détailler, hein, que disent les syndicats, CFDT, CGT, CGC, CFTC, FO, on les a tous auditionnés en même temps, il y en a qui disaient « La transposition n'est pas dans l'esprit de l'ANI, c'est une trahison, c'est une remise en cause de la faute inexcusable de l'employeur, c'est extrêmement inquiétant, c'est une transcription qui n'est pas fidèle au texte, nous nous alarmons d'un plafond d'indemnisation, c'est une mesure jamais portée par les partenaires sociaux, les dérives en filigrane sont particulièrement alarmantes, et ainsi de suite. » Donc finalement, il n'y avait pas du tout d'accord sur l'écriture de l'article, et on a auditionné aussi les associations de victimes, la Fédération nationale des travailleurs handicapés, ceux victimes de l'amiante, la Ligue contre le cancer, qui étaient très 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 en colère. Ils nous ont sollicité, donc c'est pour ça qu'on les a auditionnés, et aussi pour faire quelque chose, d'abord où ils se sentent écoutés, alors qu'ils ne l'avaient pas été jusqu'à maintenant, et où on puisse dire politiquement, regardez, les syndicats ne sont pas d'accord avec cette écriture, mais les associations non plus ne sont pas d'accord avec ça. À l'arrivée, on avait sans doute parce qu'ils ont bien fait leur lobbying, hein, mais c'est du lobbying citoyen, les associations, mais on avait tous les groupes parlementaires quasiment, y compris des députés Renaissance, on dit maintenant, on dit plus En Marche, mais bon, qui avaient déposé des amendements de retrait de cet article-là. Donc ça a été beaucoup de réunions, hein, beaucoup d'appels. J'en ai pas fait une bataille publique, tu vois. On a eu des communiqués qu'on a failli publier 3, 4, 5, 6 fois, puis à chaque fois on a repoussé le communiqué en se disant « Bon, si ça se trouve, ça marchera mieux si on y va en discussion, en dialogue, en négociation avec le ministère du Travail, et que les syndicats font leur part aussi, pour pas que ça devienne un truc où tout le monde met de l'orgueil à l'intérieur et puis on n'arrive plus à se sortir de cette pétaudière. » Et donc là, le ministre du Travail m'a appelé, mais il appelle aussi les syndicats pour dire « Bon, on renonce, puisque les syndicats de patrons et de salariés, les syndicats de patrons, ils étaient très contents. Hein. Ils ont dit qu'ils étaient pleinement satisfaits de la rédaction parce qu'ils se disaient que bon, voilà, il y aurait plus de risques juridiques, il y aurait peut-être un petit peu plus à mettre dedans, mais c'est même pas sûr parce qu'on aurait fait baisser la part de ce qu'on donnait du côté du déficit professionnel. Et donc là, Olivier Dussopt a dit bon voilà, si c'est comme ça, on va accepter et je vais soutenir le retrait ou le rejet de cet article-là. Chacun fait ce qu'il peut à l'endroit où il se trouve, tu vois. Ça sera ma petite cote-part, au moins pour que, alors qu'on dit que le travail il doit être mieux reconnu, la valeur travail et ainsi de suite, que ceux qui sortent blessés du travail, parce que le travail, ça devrait être la santé. Hein. Ça devrait être la santé, mais bien souvent, au contraire, ça touche à la santé. Tu vois, l'une des choses que j'apporte dans mon rapport, c'est que pour, il me semble, la première fois, il y a une évaluation du nombre d'inaptitude dans le pays. Bizarrement, c'est pas compté. Tu vois, il y a des trucs, le nombre de pots de yaourt vendus en France, tu peux avoir des statistiques très 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 précises, mais bizarrement, le nombre de gens qui sortent du travail inaptes parce que ça va plus au travail, ça c'est pas compté. C'est quand même bizarre, hein. Bon, là, pour la première fois, il y a une évaluation. Dans mon rapport, je ne donne pas le chiffre, comme ça incite à le lire, parce que je veux des lecteurs. Je l'écris comme un livre, et je pense que ça va devenir un livre. En parlant de livre, je me la pète un peu, hein, mais je suis quand même fier de mon travail littéraire, littérairo-parlementaire, tu vois, il y a un peu la conjonction des deux. J'estime que j'amène un nouveau style de rapport à l'Assemblée nationale, beaucoup plus vivant, en faisant parler les gens. Mais en plus de ce « je fais parler les gens », j'ai eu la chance que le moment où je prends ce rapport se conjugue avec la sortie d'un bouquin qui est ma Bible de l'année. Tu sais, j'ai des Bibles, j'ai une Bible par année. Alors ça veut dire que je ne suis pas vraiment croyant, parce que le gars qui a une Bible, il l'a pour toute sa vie, puis il cherche à la transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants. Ceci dit, je cherche à transmettre mes Bibles dans l'équipe, puisque l'année dernière, ma Bible s'appelait La sobriété gagnante de Benjamin Brice, et c'était devenu une blague avec les collègues parce qu'ils se moquaient de moi tellement je disais mais il faut le lire. Je citais les statistiques et puis c'est dedans et puis notre raisonnement il est là. Et là cette année c'est un bouquin qui s'appelle Que sait-on du travail, qui est en fait un livre collectif. Je crois qu'il y a 60 chercheurs, Thomas Mossé, Philippe Askenazi, Lisa Bagani, Dominique Méda, coordonné par Bruno Palier, qui publie 37 contributions, tu vois, donc d'un gros pavé, parce qu'en fait, nos dirigeants politiques, économiques et médiatiques qui parlent du travail en permanence, ils n'y connaissent rien. C'est vrai que la semaine dernière encore, je passe une demi-journée à écouter des travailleurs de la logistique,
Je vais sur le site de Calcia où on fait, donc ils fabriquent du ciment, où on fait une espèce d'AG où j'écoute les salariés, et d'ailleurs c'est des pages dans le rapport. Bon, donc je pense que j'ai une connaissance non pas pratique, non pas empirique du travail physique et d'un certain nombre d'autres travaux, mais j'essaye d'être à l'écoute de ça. Et en fait, ceux qui en parlent généralement sont ceux qui ne le pratiquent pas et qui ne l'écoutent pas non plus. Et j'ai appris des choses, tu vois. Alors même ça change ma vision quelque part. C'est bizarre parce que moi qui connais, tu vois, il y a 20 ans, j'interrogeais des gens dans les centres d'appel, dans la restauration, dans les usines Goodyear. Enfin, ça fait 2 décennies que je fais ça. Et pourtant, en lisant ce bouquin-là, ça modifie mon regard. En quoi? Brièvement. D'abord, je regardais comme une fatalité que, à cause de la mondialisation, la mise en concurrence des travailleurs picards avec ceux du Bangladesh, d'Inde, de Chine, que forcément, ça produise des délocalisations, du dumping, de l'écrasement du travail dans les métiers populaires. Et que c'était voilà, une fatalité, à moins de lutter contre la mondialisation. Ce que je souhaite toujours, je pense que ça reste quand même une part importante de l'explication de ce qui se passe dans le monde du travail depuis 40 ans, c'est-à-dire, comme disait Henri Krasicki, leader de la CGT, la peur a changé de camp. Ils ont réussi à faire que, dans les années 60-70, la peur a été plutôt dans le camp du patronat, il y avait des avancées. Et là, maintenant, la peur a changé de camp et on ne comprend rien au monde populaire de notre pays si on n'y place pas au cœur le mot peur. Peur pour soi, peur de ne plus avoir de revenus, mais peur aussi pour ses enfants. Une inquiétude. Ce livre vient tempérer le fait qu'il y aurait que la mondialisation comme gros facteur, qui est évidemment déterminant. Mais le livre montre qu'à l'intérieur de ce temps de libre-échange, de mondialisation, il y a eu des positionnements différents dans les pays européens. Et qu'il y a eu un modèle français qui s'est imposé, c'est quoi? C'est qu'on a continué à produire du moyen de gamme, on n'a pas cherché à monter sur du haut de gamme, et du coup, pour être compétitif avec des pays à bas coût, il fallait qu'on fasse du bas coût nous-mêmes, et du coup, le travail devenait un coût plutôt qu'un investissement. Et ce qui n'est pas le cas partout en Europe. Et donc, comment on diminue ce coût-là? On le diminue évidemment sur les salaires, hein. On le diminue par des délocalisations, on le diminue par de la sous-traitance, on le diminue par l'intensification du travail, on le diminue par la précarité. Tout est lié à ce choix d'une économie moyenne de gamme qui doit recourir à du travail à bas coût. Et là, c'est intéressant de voir que dans les comparaisons avec d'autres pays européens, nos voisins allemands, Pays-Bas, belges, danois et ainsi de suite, la France, sur tout ce qui est pénibilité, stress, mal-être au travail, la France est nettement en dessous des autres pays. Et donc, il y a un mal-travail français, qui va aussi, par exemple, avec un lean management français. Tu vois, on a importé du lean, mais avec un gros truc hiérarchique, avec des consignes qui pèsent sur la tête des gens, avec des objectifs chiffrés à atteindre en permanence. Et quand on compare, il y a un papier, par exemple, qui compare ce qui s'est fait en matière de lean en Suède dans l'aéronautique et en France dans l'aéronautique, eh ben, c'est très, 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 très différent. L'autre chose que j'ai adoré, c'est sur un truc qui s'appelle les planeurs. Chez les cadres, tu as la moitié des cadres qui sont détachés du travail réel. Avant, tu avais des cadres qui étaient là dans l'encadrement, du management de proximité, qui connaissaient l'outil industriel et qui étaient au contact des salariés. Et ben maintenant, tu as une moitié des cadres qui n'est plus au contact des salariés, mais qui est dans les cabinets de consultants, qui est au siège des groupes. Et ce sont eux qui décident, par des objectifs chiffrés, par des dispositifs, par des sites internet, par des tas d'outils, c'est eux qui décident comment va devoir se faire le travail concret, auquel ils ne connaissent rien, qui ne sont pas allés voir. Mais c'est eux qui viennent dire « hop, c'est comme ça que ça va devoir fonctionner ». Ce qui fait que le travail concret, et y compris le travail du cadre de proximité, eh ben, il est amené à toujours se heurter à ce qui a été posé par les planeurs qui planent et qui ont une conception très abstraite des choses. Alors, cette notion de planeur, de travail abstrait, d'imposition, d'organisation de l'extérieur, c'est vraiment, ça fait écho en moi
plein de situations que j'ai vues et que je développe dans le bouquin. À quelle conclusion j'en arrive dans le rapport? En mêlant, tu vois, moi j'essaye toujours d'être un point de contact à la fois entre le réel, c'est les pieds, sur terre, avec les gens, et les idées, et il faut réussir à emboîter les deux. Donc le rapport, on essaie de faire se croiser les deux. À quelle conclusion j'en arrive? Qu'est-ce qu'il faut changer? En gros, pour que les gens aillent mieux au travail, pour qu'ils vivent bien leur travail, pour qu'on sorte de ce mal-travail qui est coûteux pour la santé des gens, qui est coûteux pour la sécurité sociale et qui est coûteux aussi pour l'économie française. Ça me fait penser que, tu vois, j'étais intervenu à un colloque de Benjamin Lucas qui était « travailler moins, travailler mieux, travailler tous ». Et moi, j'avais dit « ce qu'il nous faut, c'est travailler mieux, travailler mieux, travailler mieux, travailler mieux ». Et je pense que l'objectif de la gauche, ça doit être que les gens puissent bien vivre de leur travail, mais en mettant l'accent sur ce travailler mieux. Comment on arrivera à changer cette pression du temps, tu vois, les cadences infernales, à la fois chez les auxiliaires de vie, chez les fabricants d'avions que j'ai interrogés, chez les chauffeurs de bus, ou même dans la police, cette culture du chiffre. Comment on va sortir de ça? C'est difficile de penser que l'État, le gouvernement, il va aller se mêler de chacun de ces métiers-là et dire, bon, maintenant, dans la logistique, vous n'allez plus utiliser de casque que toi tu portes sur les oreilles en ce moment, mais il y aura un rythme qui sera diminué et que le gouvernement se mêle, entreprise par entreprise, secteur par secteur, de mode d'organisation. Tu vois, ça va être compliqué, quoi. Et puis, ça serait à la limite un nouveau mode de planeur. Ça serait maintenant les planeurs gouvernementaux qui existent aussi et qui viendraient expliquer à tout le monde comment ils doivent faire leur travail. Non. Ce qu'il nous faut faire, et je pense que c'est l'étape à franchir pour le monde salarial maintenant, c'est instaurer de la démocratie dans les entreprises. Mais de la démocratie par le haut, c'est dans les conseils d'administration. La France est très en retard là-dessus. Tiens, il faut que je rajoute ça en encadré dans mon rapport. Tu vois. On a des comparaisons avec les autres pays. Il y a 18 pays en Europe où c'est un tiers du conseil d'administration qui est composé par des salariés. Et nous, dans la loi en France, il y en a 2. Alors les mecs, ils peuvent se serrer les coudes et être sur un strapontin au bout de la table. Tu vois, ils doivent lever le doigt comme ça quand ils prennent la parole parce que tous les autres, c'est le capital, c'est des gens qui sont sûrs d'eux. Bon. Mais il ne faut pas penser que par le haut. Il faut surtout penser par le bas. Et par le bas, c'est ce qu'on peut appeler du dialogue professionnel, ce que moi j'appelais des groupes de parole, mais c'est que dans chaque atelier, dans chaque bureau, il doit y avoir pour moi une demi-journée par mois où les gens ils se réunissent sans la direction et ils parlent de leur travail. Ils parlent des difficultés qu'ils rencontrent au travail, de la joie aussi qu'ils éprouvent au travail, et que je crois à la parole libérée qui ensuite devient la reprise de parole étant quasiment le préalable à une reprise de pouvoir des salariés qui viendraient discuter en permanence sur leur lieu de travail, de leur travail, et ensuite, évidemment, qui le feraient monter à leur direction. Et je pense que ça participerait d'un réveil démocratique. Je le dis parce que c'est un enjeu que pose à la fois Alain Supiot, Bruno Palier. Tu vois, je vais te lire une citation d'Alain Supiot qui dit, donc c'est un grand juriste du travail, la perte de citoyenneté dans l'entreprise conduit à une perte de citoyenneté dans la cité. Bruno Palier, il dit la même chose. Il dit le ressentiment qu'on peut avoir face à son travail, ça devient du ressentiment dans la sphère publique. On sait que le ressentiment, il ne bascule pas dans notre camp. Luc Rouban, qui est un politiste, a identifié le fait que les gens soient frustrés dans leur travail, qu'ils se sentent opprimés ou cadenassés comme étant un facteur de vote en faveur du Rassemblement national. On peut plus généralement conclure avec Jaurès sur ce saut qu'on a à faire avec les syndicats pour pas seulement négocier des salaires et des horaires et moins travailler, mais mieux travailler et changer le travail et prendre du pouvoir dans le travail. La citation de Jaurès qui disait que la Révolution française avait fait des Français des rois dans la cité, ça reste à démontrer franchement par les temps qui courent, mais enfin bon, la Révolution française avait fait des Français des rois dans la cité, mais les avait laissés serfs dans l'entreprise. Bon, bah maintenant, il faut qu'on soit roi nulle part, on n'est pas des rois, mais il faut qu'on puisse être citoyen à l'intérieur de la cité et citoyen à l'intérieur de l'entreprise.